Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Diane. Je suis en deuxième année de thèse au laboratoire Promesse, donc en énergie solaire. Et je vais vous présenter donc ma thèse, un petit peu qu'est-ce que j'ai fait durant cette première année. Et donc, qui cherche à optimiser un stockage thermique, donc un stockage de chaleur. Il existe deux types de chaleur donc, à stocker. Le premier, c'est les chaleurs fatales. Les chaleurs fatales, ce sont des rejets thermiques qui sont produits et perdus par les procédés industriels. Donc en France, on parle d'un gisement qui est de l'ordre de la production des énergies renouvelables, hors hydroélectricité. Donc c'est quand même une grosse quantité d'énergie qui est perdue. Et deuxième gisement de chaleur, ça va être celui qui est créé par les centrales solaires à concentration, type la centrale solaire qui a du côté d'Odeo. Étant donné que les centrales solaires, elles utilisent des énergies renouvelables, le parc mondial est en constante augmentation chaque année. Et actuellement, on parle d'une capacité installée qui correspond à la puissance solaire en France. Donc finalement, étant donné qu'il y a pas mal de gisements, en intégrant un stockage thermique, ça va permettre de valoriser d'une première part les chaleurs fatales, donc qui sont totalement perdues. Ensuite, on va chercher à améliorer les performances des centrales solaires, puisque les centrales solaires, elles fournissent énormément d'énergie lorsqu'il y a le plus de soleil dans la journée. Mais le soir, c'est le moment où nous, on a besoin d'utiliser de l'énergie et il n'y en a pas forcément. Donc, en stockant la chaleur qu'on a produite en excédent, mettons à midi, on est capable de la restituer plus tard dans la journée et donc de lisser la production d'énergie des centrales et donc d'améliorer leur performance. La dernière chose, on va être capable de remplacer tous les appoints en combustible fossile, c'est-à-dire que parfois les centrales solaires, elles utilisent des générateurs un peu de secours, un petit peu pour justement fournir de l'énergie lorsqu'elles ne sont pas capables d'en produire. Et donc, en stockant de la chaleur, encore une fois, on est capable de restituer même lorsque la centrale solaire n'est pas capable de produire de l'énergie. Donc finalement, l'objectif de ma thèse, c'est d'étudier donc une cuve de stockage, une simple cuve. Ici, on a dans le contexte d'une liaison avec une centrale solaire. Et donc, on va chercher d'optimiser donc ce stockage selon trois critères. Le premier, ça va être un critère exergétique. L'exergie correspond à la quantité et à la qualité de la chaleur qui est disponible. Donc, si on prend une chaleur à 600 degrés, elle va avoir une meilleure exergie qu'une chaleur à 100 degrés. Ensuite, on va essayer d'optimiser les coûts et également les impacts environnementaux. Alors, avant de vous présenter donc, les trois outils qu'on va utiliser pour optimiser ces trois critères-là, je vais vous présenter donc, le stockage de type thermocline, donc le sujet d'étude que j'étudie. Dans le cas d'un stockage thermocline, on a une seule cuve de stockage. Donc, ça veut dire qu'on va avoir et du froid et du chaud au sein de la cuve. Alors, pour ce faire, on a un flux de caloporteur qui va passer à travers un lit de solide et donc qui va permettre soit de charger de la chaleur, soit d'extraire de la chaleur. Lorsqu'on effectue une charge, donc on va avoir le flux de caloporteur qui amène de la chaleur par le haut, il la restitue au solide et il ressort par le bas en étant froid. Et donc finalement, donc on va avoir la zone rouge qui apparaît à l'écran, qui va augmenter au sein de la cuve, ça correspond à la zone chaude. Si on effectue une décharge, ça va être l'inverse. Donc on va injecter du flux de froid par le bas, récupérer la chaleur par le haut, et donc dans ce cas-là, on va avoir la zone froide, la zone bleue, qui va de plus en plus augmenter au sein du réservoir. Donc on a deux zones isothermes, la zone chaude et la zone froide, qui sont séparées par une zone thermocline, la zone un peu multicolore. Là. Et cette zone-là, elle a une température qui n'est pas uniforme, puisqu'elle se situe entre deux zones qui ont deux températures assez distinctes. Et donc, si on veut optimiser exergétiquement cette cuve-là, il va falloir essayer de minimiser la taille de cette zone thermocline afin de maximiser donc, la zone chaude notamment et donc avoir une qualité d'énergie qui soit la plus haute possible. Ensuite, pour optimiser donc, les impacts environnementaux, on va utiliser l'analyse du cycle de vie. Donc, cette analyse-là, elle va faire appel à une unité fonctionnelle qui permet d'exprimer donc, les résultats de l'ACV par rapport à un service rendu pendant une durée définie. Alors, pour un petit exemple, si on compare deux ampoules, une ampoule à incandescence et une ampoule basse consommation, leur fonction c'est éclairer, on va choisir une unité fonctionnelle qui correspond à une certaine quantité de lumen par watt en tenant compte de la durée de vie des ampoules.
Donc, si on se réfère aux étiquettes sur chacune des ampoules, pour une production de 60 lumens, la durée de vie d'une ampoule à incandescence, c'est 1 an, alors qu'une ampoule fluorescente, c'est 6 ans. Et donc, finalement, pour cette unité fonctionnelle-là, l'ACV, elle va devoir comparer 6 ampoules incandescentes avec une ampoule fluorescente. Et donc, finalement, le choix de l'unité fonctionnelle est primordial afin de comparer deux choses comparables. Ensuite, dans l'ACV, l'étape suivante, ça va être la sélection des indicateurs. Donc ici, je vous présente les indicateurs qui sont le plus utilisés dans le cadre des analyses du cycle de vie sur des stockages thermiques notamment. Donc on va avoir l'indicateur sur l'épuisement des ressources, puisqu'on utilise des matériaux, que ce soit pour la fabrication de la cuve ou le solide et le fluide qui circulent à l'intérieur. Également, l'indicateur sur le potentiel de réchauffement climatique, celui sur l'émission des particules qui sont nocives sur la santé humaine, et un indicateur qui rend compte de l'énergie qui est utilisée, puisque durant la phase d'utilisation de la cuve, on va utiliser des pompes pour faire circuler le fluide caloporteur à l'intérieur et à l'extérieur de la cuve. Ensuite, pour étudier les coûts, on va utiliser donc une analyse qui est similaire à l'analyse du cycle de vie, sauf qu'à la place d'étudier des impacts environnementaux, on va étudier des flux monétaires. Et donc, on a 3 grandes catégories de coûts qui interviennent. Les coûts d'investissement, qui rendent compte de la conception, de la production, des matériaux et de l'ingénierie. Les coûts d'exploitation, donc avec le remplacement des composants. Les coûts d'opération qui correspondent donc justement à l'utilisation d'énergie pour faire fonctionner notamment la pompe. Et ensuite, les coûts d'élimination du stockage. Finalement, donc on a 3 outils à utiliser et on a un problème d'optimisation à poser pour justement essayer de raisonner pour optimiser chacun des 3 critères. Donc, on a notre cuve. Il y a 5 paramètres qui permettent de la définir. La capacité de stockage maximale, le temps de charge et de décharge, la densité énergétique, c'est-à-dire la quantité d'énergie qu'on est capable d'emmagasiner au sein du volume de la cuve. Et ensuite, donc les températures hautes et basses qui correspondent aux températures de zone chaude et de zone froide. On a donc 2 variables d'optimisation à notre système qui sont 2 variables adimensionnelles. Elles sont capables donc de rendre compte des dimensions de la cuve et du diamètre donc des particules solides au sein du réservoir. Et ensuite, on a 3 critères. Donc le rendement exergétique qu'il va falloir maximiser, les impacts environnementaux avec l'ACV qu'il va falloir minimiser et les coûts donc qu'il va falloir également minimiser. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a un fluide et un solide au sein du réservoir. Et pour pouvoir étudier plusieurs couples fluides-solides, on va devoir répéter ce problème d'optimisation-là afin vraiment à la fin d'avoir une cuve qui soit et optimisée sur ses dimensions et optimisée sur le choix du couple fluide-solide qui interviennent au sein de la cuve. Donc voilà, merci pour votre attention. Merci à toi. Donc, on va passer aux éventuelles questions. En ligne. Si quelqu'un veut prendre la parole, hein, il peut. Il n'y a absolument aucun souci. J'aurais une question, vous m'entendez? Oui. Oui. Ouais. Enfin, j'ai 2 questions même. La première question, c'est donc du coup tout ton système, ton Thermoclean. je ne sais plus comment. Ouais, Thermoclean. C'est un système du coup pour stocker l'énergie. Est-ce que tu sais déjà à quel point c'est mis en place et si c'est compétitif vis-à-vis des batteries parce que les batteries aussi, c'est des systèmes de stockage qui visent aussi à stocker l'énergie en partie solaire. En fait, les batteries, ça va être surtout pour stocker de l'électricité. Là, avec des cuves de ce type-là, on va stocker uniquement de la chaleur. C'est très rentable, mais on va dire on a les batteries, ça va être utilisé plutôt avec donc, des panneaux photovoltaïques. Tout ce qui est stockage de chaleur, ça va être plutôt utilisé donc, avec des centrales solaires, parce que c'est 2 applications différentes. Elles sont... Alors, il y a à Perpignan, il y a une entreprise qui est récente qui commercialise des cuves Thermoclean. Mais sinon, elles sont encore pas mal au stade d'études et il y a juste une seule cuve qui a été faite aux États-Unis dans les années 80 qui a montré que ce système-là fonctionnait très bien. Ok. Merci. Et deuxième petite question, c'est
Sur ta partie intermédiaire là, de ton thermocline, la partie verte un peu là, la partie de Oui, transition. Donc tu dis pour l'optimiser, donc pour diminuer la taille de ça, tu vas oui. jouer sur quoi? Tu vas jouer sur ton couple solide-fluide ou sur d'autres paramètres? Mais en fait, tu vas surtout jouer sur les dimensions de la cuve, en fait. Euh, Ah, ok. Lorsque tu vas augmenter, en fait, tu as deux possibilités pour ta cuve. Soit elle a un diamètre qui est très grand et donc une hauteur très petite, soit elle va être très effilée. Et donc, si tu veux l'optimiser, la taille, quoi, essayer de minimiser cette zone-là, il va falloir essayer d'avoir une cuve qui soit le plus effilée possible pour éviter, Ouais, voilà, qui ouais. soit le plus effilé Mais possible. du coup, Le ok. problème, c'est que tu vas avoir plus de perte de charge. Et donc, finalement, ça va empirer ton ACV. Et donc, il y a vraiment essayer de trouver un compromis entre chacun des critères parce que chaque critère va essayer d'avoir une cuve qui a des dimensions totalement différentes par rapport à un autre critère. Donc, c'est ça Ok, qui est assez compliqué vous finalement. jouez pas du tout sur le fluide à chercher d'optimiser sa capacité calorifique ou des choses comme ça. C'est vraiment plutôt sur les dimensions de la cuve, c'est pas sur les matériaux Dans un eux-mêmes. premier temps, c'est pas mal ce que je fais, mais à terme, en fait, on va tester donc différents fluides et solides. Et donc ça va nous donner finalement, ils ont chacun des propriétés bien sûr différentes, Ok. comme tu dis, Hmm. et donc ça va intervenir également. Ok, merci. Bonjour Diane, on a encore un peu de temps pour les questions, Avilien. Oui, 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 oui. Oui, dans la réponse que tu viens de donner à celui qui t'a précédemment questionné, tu as dit qu'il y avait une cuve aux États-Unis qui était utilisée et que ça avait finalement très bien fonctionné. Donc la question est en relation avec ça. Pourquoi finalement, quel est le frein finalement au développement de ces cuves de stockage, au Euh, développement industriel, hein, je m'entends. J'avoue que là-dessus, en fait, il y a eu un petit problème. Elle a, elle a été démantelée, cette cuve-là, dans les années 80 parce qu'il y a eu un problème de fonctionnement, ça a trop chauffé. Et donc, ça a été détérioré. Et donc, en fait, c'était plus facile de mettre en place deux cuves de stockage où il y a une cuve de chaud et une cuve de froid. Mais finalement, on revient à cette cuve-là parce que ça permet de minimiser les matériaux. Mais en fait, il y a eu un problème et les études se sont plutôt préférées aller sur deux cuves de stockage, en fait. Ok, je te remercie. Avec plaisir. Euh, on a une question, si je la lise. Bonjour, bonne présentation. Ma thèse se porte sur la modélisation d'une unité de climatisation qui comporte donc des échanges de chaleur d'un évaporateur et un condenseur. Ma question est, les travaux peuvent-ils s'appliquer dans de tels cas? Si oui, quels en seraient les résultats par rapport aux échangeurs classiques? Euh, alors, attends. En gros, est-ce que En fait, un stockage, voilà. ça va, on va dire, un stockage, tu vas essayer de. Comme ça dit, tu vas avoir des périodes un peu de stand-by, c'est-à-dire c'est comme un peu ton principe de chauffe-eau à la maison. Tu vas chauffer ton eau, tu vas l'utiliser et en fait, tu vas pas sans arrêt la charger, la décharger. Tu vas essayer donc de la stocker pendant une certaine durée, d'un certain temps. Généralement, ça va être un jour. Et donc finalement, ça ne peut pas spécialement s'appliquer là parce que ça serait un petit peu pas utiliser. Pas utiliser justement le principe du stockage qui est censé stocker la chaleur pendant un certain temps, quoi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais... En Vignan, on t'entend plus. Merci, Yann. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir enchaîner. Merci à toi. Merci à vous. Voilà.